Pour introduire très très rapidement ce webinaire, d'abord bonjour à toutes et à tous. Nous sommes donc ravis de vous accueillir pour cette cinquième session, ou en tout cas deuxième journée des rencontres numériques, qui est donc la partie numérique webinaire des rencontres européennes de la participation. Euh, pour ce qui est des rencontres à Toulouse, pour vous faire un bref résumé, on a eu le plaisir d'accueillir plus de 1000 personnes à Toulouse du 1er au 3 juillet, dont certains étaient présents. Alors, j'admets des gens en même temps. Je le fais, je Euh, le fais. ok, ok, pas de souci. Alors, donc, voilà, dont certains étaient présents, donc, ils sont présents, voilà, aujourd'hui pendant ce webinaire. On a été très heureux de vous accueillir d'avoir des moments d'échange qui étaient extrêmement riches et divers. On est aussi très heureux de prolonger donc ces échanges pour cette huitième édition des rencontres numériques. Cette année, le pôle études a, a amené de nombreuses nouveautés qui sont au programme là, de ces 2 jours, notamment l'évolution d'un format numérique pour aller vers plus de formats participatifs et augmenter le nombre d'ateliers pour en fait refléter la grande variété de sujets qui a eu, euh, qui a pu avoir donc en tout cas à Toulouse. Cette évolution, je pense, elle a eu un vif succès. On a eu plus de 700 inscrits là pour ces sessions. Et pour permettre à un maximum, enfin, une accessibilité plus grande, en tout cas, pour notre réseau, ce webinaire sera enregistré et disponible sur notre chaîne YouTube, donc la chaîne YouTube de Décider Ensemble. Je suis aussi accompagné de Clémentine Philippe, qui va nous faire le plaisir de faire un compte-rendu qui vous sera aussi transmis à la fin de ce webinaire. Et sans plus attendre, je tiens à remercier d'abord Vilise qui a organisé cet atelier numérique et qui nous fait le plaisir, qui nous fait le plaisir donc de présenter ce magnifique atelier sur l'empreinte citoyen. Peut-on voter avec son épargne? Je vous remercie également de faire vivre cet événement numérique au-delà des rencontres et de permettre aux rencontres de la participation d'être un gros événement des acteurs et des actrices de la participation en France et en Europe. Sans plus attendre, Monsieur Moraglia, je vous laisse la parole. Ouais, merci beaucoup Edgar. Bonjour à tous, merci d'être là, de prendre le temps de participer à cet atelier. Donc, juste pour recadrer les choses en propos introductif avant qu'on rentre dans le détail du contenu de l'atelier. Donc, l'atelier devait initialement se faire avec un élu qui a porté un projet d'emprunt citoyen sur un tramway dans la métropole de Brest. Ce projet, il a été conduit par les élus, les agents et la plateforme Vilise. Et donc, avec les différents événements, notamment les élections de dimanche, il n'y a pas la possibilité d'avoir cet élu auprès de nous. Donc, la session, elle sera co-animée par Éric Jean-Sipiriou, qui est également présent, qui est administrateur, qui s'occupe de la valorisation territoriale et des projets chez Vilise, et moi-même, qui suis cofondateur de la plateforme. Donc, l'objectif de l'atelier, c'est d'avoir le mode le plus interactif possible. C'est-à-dire que si vous avez des questions à poser au niveau du chat, n'hésitez pas à les faire et on les reprendra au fur et à mesure. L'objectif, c'est pas de faire 1 heure et demie de présentation du type amphithéâtre où quelque part tout le monde s'endort. C'est plutôt de reprendre les bases pour avoir une discussion commune sur comment est-ce qu'on peut engager des citoyens et comment est-ce qu'on peut les faire voter avec leur épargne. Parce que nous, clairement, même si c'est une question, on pense que c'est tout à fait possible. Et après, de partir sur une discussion avec la salle pour que vous puissiez poser vos questions, échanger sur des projets, etc. Et essayer de voir quels sont les différents types de dynamiques qu'on active en permettant aux gens de s'impliquer dans la vie de la cité avec leur épargne. Donc, sans plus attendre, je commence par un bref rappel sur le financement participatif, pour qu'on soit tous quelque part sur un pied d'égalité dans la compréhension de l'outil et de comment il s'utilise. Tout d'abord, c'est quelque part un instrument qui est assez récent. Dans l'histoire de l'humanité, il y a beaucoup de manières d'utiliser des financements qui sont mutualisés entre des individus. Vous avez peut-être entendu parler de systèmes qu'on appelle des tontines, différents systèmes assurantiels. En fait, dès qu'on fait un pot commun pour un cadeau, pour un ami, on est sur du financement participatif. C'est un processus qui s'est structuré avec l'arrivée des plateformes numériques et qui s'est aussi structuré sur le plan de la réglementation. Donc, la première réglementation française qui encadrait le financement participatif et qui permettait de faire des collectes
avec différents instruments. Ça s'est créé il y a 10 ans, en 2014. Et dès que ça a été pensé, ça a été ouvert un an après au secteur public. Ça veut dire que depuis 2015, il y avait la possibilité, par exemple, pour les collectivités de faire des collectes en dons. Ce qui est assez intéressant, c'est que ce secteur a beaucoup évolué et s'est beaucoup étendu. Aujourd'hui, vous connaissez peut-être différentes plateformes, comme l'ITA, par exemple, qui finance des projets d'économie sociale et solidaire, Minerfi, Plendopolis, l'Endosphère, qui finance les énergies renouvelables, des plateformes qui financent de l'immobilier, ou même KissKissBankBank ou Ulule qui font des projets en dons. C'est un secteur qui se développe énormément. Aujourd'hui, ça représente plus de 2 milliards par an de financement. C'est un secteur qui est devenu très mature. Depuis 2015 que ça a été ouvert, notamment au financement des collectivités, sur l'ensemble du secteur, les volumes, ils ont été multipliés par 12. Donc c'est quelque chose qui, quelque part, est un mode de financement alternatif, mais qui devient de plus en plus courant et partagé par un certain nombre de personnes. Je cite notamment des projets comme Énergie partagée, qui permet à des citoyens de se regrouper pour financer des projets de financement de développement d'énergie renouvelable, notamment de panneaux solaires et d'éolien. La deuxième chose, c'est qu'il y a un cadre réglementaire qui a évolué et depuis 2 ans, on a un cadre qui s'est amélioré parce qu'il a basculé au niveau européen, principalement sous l'impulsion de la France, il faut le noter, parce que la France était en avance sur ce système de financement participatif. Et donc, pour préciser, lorsque vous êtes sur du don ou des prêts sans intérêt qui sont assimilés à du don, vous allez vous retrouver dans un système français qu'on appelle intermédiaire en financement participatif. Quand on bascule sur d'autres types d'outils tels que l'investissement, le prêt, les obligations, les actions, on est sur un système européen, un cadre réglementaire qui s'applique pour l'ensemble des plateformes de l'Union européenne. Et donc en France, vous pouvez investir dans des plateformes qui sont immatriculées en Espagne, aux Pays-Bas, en Italie, qui s'appelle prestataire de services de financement participatif. Sans rentrer dans les détails, c'est un cadre qui est beaucoup plus protecteur que ce qu'il y avait avant, parce que ça permet aux investisseurs de se poser les bonnes questions, de savoir s'ils comprennent les produits, de pouvoir estimer également leur épargne, de savoir s'ils ne sont pas en train de surinvestir, s'ils diversifient bien le risque, etc. Donc, on est sur un cadre aussi qui devient plus mature et plus protecteur. Ça, c'est au bénéfice de tous les porteurs de projets et des citoyens. Troisième chose, c'est un secteur qui s'ouvre aussi de plus en plus au secteur public. Il y avait la possibilité depuis 2015 de réaliser des projets pour des projets de services publics. Ça se réduisait beaucoup à du financement en dons, qui posait un ensemble de sujets, même au niveau philosophique, parce que quelque part, quand on va parler de financement participatif de collectivités publiques, on a toujours l'entrechoquement du financement d'un secteur public par des citoyens et d'autres logiques, notamment celle de l'impôt, du consentement à l'impôt et l'exercice des droits de citoyens parce qu'ils payent des impôts. Et notamment quand on avait le développement de financement participatif en dons, autant pour des citoyens, ça paraît tout à fait naturel de donner à des associations, autant on avait d'autres questions qui se posaient quand on avait des citoyens qui étaient sollicités pour participer en dons à des projets publics portés par des collectivités pour lesquels ils payaient l'impôt. Là-dessus, il y a un enjeu qui se construit quand même, c'est que plus on avance dans le temps et moins on a de liens financiers entre les territoires, notamment les communes, les blocs communaux, et les citoyens. Parce que les différentes réformes ont retiré complètement un ensemble de taxes et d'impôts qui étaient prélevés directement au niveau local. Celui que vous avez tous en tête, c'est le plus récent, c'est la taxe d'habitation. La taxe d'habitation, c'était quelque chose qui était payé par toutes les personnes qui habitaient un territoire. Aujourd'hui, il y a très peu de liens fiscaux entre le bloc communal et les collectivités en général de fiscalité directe et les citoyens. La chose qui reste aujourd'hui, c'est la taxe foncière, et qui quelque part concerne que les propriétaires. Donc, qui n'est pas forcément la plus pertinente pour avoir un lien direct avec j'investis, je donne, j'épargne là où je vis. Donc, quelque part, l'investissement citoyen, ça répond à cet enjeu-là. Est-ce que c'est clair sur le cadre réglementaire et sur la logique globale? Je rentre dans le détail et je rentre dans le détail de pourquoi est-ce que c'est pertinent pour des collectivités territoriales en prenant un exemple qui est partagé par un nombre très important de citoyens, la transition. Il y a beaucoup de citoyens qui veulent agir avec leur épargne et ce qu'on voit au niveau des études, c'est que en fait, ça se traduit, la conviction se traduit en termes de volonté de placer leur argent.
De l'autre côté, ils ne trouvent pas forcément dans les acteurs en place, les acteurs bancaires classiques ou les solutions d'investissement, des choses qui leur permettent de répondre à leurs besoins d'engagement. Et quand ils en trouvent, parfois, ils n'y souscrivent pas parce qu'ils n'ont pas forcément les bonnes garanties en termes de ce qu'on appelle le rapport entre le rendement qu'ils vont obtenir, le risque. C'est-à-dire que, en fait, placer son épargne quelque part, avoir des projets et des produits à financer qui sont, sur le plan financier, au moins pas désavantageux par rapport à ce qu'on pourrait avoir, c'est quelque chose qui est une demande et qui est considéré comme un droit par les investisseurs qui ne trouvent pas toujours. Et si je pousse la logique jusqu'à l'extrême, si on n'atteint aucun rendement financier, bah, autant faire un don. Donc, il y a un enjeu de construction, quelque part, d'une épargne beaucoup plus citoyenne, qui ne soit pas une épargne qui se fasse au détriment des citoyens. Voilà. De l'autre côté, les collectivités, elles font face à un mur d'investissement sur les enjeux de transition, mais aujourd'hui, et de plus en plus, sur un ensemble d'investissements publics. Et les collectivités cherchent pour ça à diversifier les financements. Donc, elles cherchent à avoir différentes subventions, à aussi explorer d'autres types de subventions publiques ou d'autres types de subventions privées. Les entreprises ont aussi un rôle à jouer là-dedans, à préciser. C'est des acteurs du territoire, ils peuvent aussi s'engager. Et donc, une des demandes aussi des collectivités, c'est de diversifier et aussi quelque part de relocaliser. Parce que comme ils perdent ce lien fiscal dont on a parlé, ils perdent aussi quelque part derrière une proximité et une logique fonctionnelle entre les citoyens. Moins on est acteur du financement de son service public, plus on va se comporter en tant que, non pas usager, mais que consommateur. On va attendre des choses, mais quelque part, on va avoir l'impression qu'on paye pour certaines choses, mais qu'il n'y a pas de lien vertueux entre les élus qui nous représentent et les services qui travaillent pour les collectivités et l'action de service public plus globale qui se fait et les citoyens. Donc le but, c'est de basculer d'un mode consommateur en les rendant acteurs. Comment on les rend acteurs? On les rend acteurs en recréant un lien par le financement. C'est-à-dire que si on prend un projet de données, on va après parler du projet de Brest, je vais vous montrer un ou deux autres projets. Euh, si on prend le projet de Brest et de la métropole, l'objectif, c'est quoi? C'est de dire, ben, la métropole a un plan de financement, un tramway, ça coûte à peu près 200-250 millions d'euros. Là, c'est 260 millions d'euros de financement total. Il y a une partie de subvention, il y a une partie d'autofinancement dans les projets et il y a une partie d'emprunt. On va prendre une partie de cet emprunt-là et on va l'ouvrir à l'ensemble des citoyens du territoire qui souhaitent placer leur épargne dans le projet. Et c'est extrêmement concret, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser un téléphone portable, un ordinateur, il y a un investissement sur deux qui se fait par téléphone portable, et ils vont se créer un profil en quelques minutes et pouvoir placer leur argent. Ils vont être remboursés au fur et à mesure. Là, dans le cas de l'emprunt citoyen de Brest, ils sont remboursés sur 5 ans. Et donc, ils vont donner du sens à leur épargne parce qu'ils vont voter pour un projet en soutenant le projet financièrement. Ça, c'est ouvert à tous les citoyens. C'est ouvert à tous ceux et c'est important, on a une notion extensive de la citoyenneté. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a les citoyens déclarent leurs impôts en France, ils peuvent tout à fait investir en étant français ou par exemple allemand, belge, un autre pays, à partir du moment où ils paient leurs impôts en France. En tout cas, c'est notre conception de la citoyenneté au sein de la plateforme pour investir dans les projets de son territoire. Ils peuvent investir dès 1 euro et ils le font en quelques clics. Très concrètement, sur le projet de Brest Métropole, je vous donne quelques indicateurs qui sont assez intéressants. Donc, Yann Gevel, c'est l'intervenant. Je reprends une des citations qu'il avait publiquement fait dans un communiqué de presse. Et ce qui était assez intéressant, c'est que on voit dans la citation qu'il a fait que, au-delà de la thématique, il y a une logique quelque part entre les élus et les citoyens de construction de confiance en termes de transparence de l'action publique. Ils savent où part leur argent et ils investissent dans leur quotidien. Donc, qu'est-ce que veulent les citoyens en fait? Ils veulent comprendre comment fonctionnent leurs services publics, comment ils sont structurés, quelque part aussi voir que en fait, ben, les collectivités font en fait beaucoup plus de choses, ont un périmètre beaucoup plus étendu que ce qui est pensé à première vue. Ça permet aussi dans le cas d'une métropole, par exemple, comme la métropole de Brest, de montrer quel est le périmètre de compétence de la métropole et comment elle agit en faveur des citoyens de l'ensemble de la métropole. Ça permet aussi de casser cette logique de centralisation
tout est fait pour le centre-ville et rien pour le reste. Bah là, on n'est pas du tout là-dedans. Et la deuxième chose, c'est la transparence du projet. Parce que sur la plateforme, il va non seulement y avoir les raisons pour lesquelles nous, en tant que plateforme, on va avoir autorisé le projet à ouvrir à un financement citoyen. On ne va pas permettre à toutes les collectivités de le faire parce qu'il faut qu'elles soient saines financièrement et qu'elles aient un plan de financement du projet qui soit pertinent. Et deuxièmement, parce qu'on va expliquer l'ensemble des indicateurs, des études d'impact qui vont être faits sur le projet pour montrer à quoi ça va servir au niveau du développement territorial. Sur ce projet, l'objectif, c'était un demi-million d'euros. Il a été complètement sursouscrit, on était quasiment à 1 million d'euros à la fin. Les gens pouvaient investir dès 1 euro pour un emprunt à 5 ans, 4%. Vous voyez, 4% brut. Avec la fiscalité, on va être sur un rendement net à 3, entre 3,2 et un peu en dessous de 3, selon les impôts qui seront payés. Et là-dessus, j'insiste aussi sur une chose, c'est que c'est très inclusif, au sens où la majorité des citoyens en France ne payent pas l'impôt sur le revenu. S'ils ne payent pas l'impôt sur le revenu, on va prendre ça en compte et on ne prélèvera pas l'acompte sur l'impôt sur le revenu. Donc, la fiscalité, elle va osciller entre 30% et 17,2%. Et donc, quelque part, ceux qui ont moins de moyens vont avoir un rendement net qui sera un peu plus élevé. Et ça fait partie d'une péréquation fiscale qui se fait pour les citoyens investisseurs. Évidemment, le projet a un rayonnement extrêmement fort et il a été localisé. C'est-à-dire que on permet, quand on fait des projets de financement citoyen, d'ouvrir à l'ensemble du territoire. Parce qu'on a potentiellement des gens qui sont des Brestois, des Brestois de cœur, qui habitent ailleurs, mais qui voulaient financer ce projet, ou qui étaient de la famille, ou qui étaient intéressés par la thématique publique du projet, financer des mobilités décarbonées. Et on voit qu'il y a des citoyens qui sont là-dessus. Pour autant, comme on s'appuie sur la collectivité, parce que c'est le meilleur, quelque part, ambassadeur du projet, c'est le porteur de projet, et bien, à la fin, on a un investissement qui est très localisé. On va revenir après sur les caractéristiques spécifiques avec des données chiffrées sur ce projet. Avant, je voudrais quand même vous montrer un autre projet pour mettre en perspective, parce que tous les gens dans la salle ne sont pas forcément des agents élus ou des experts de la concertation, de la participation qui travaillent que sur des grandes collectivités. On a aussi des plus petits projets. Et ce n'est pas pour autant que ce pas des projets qui sont valables, bien au contraire. Je vous montre un projet de centre médical qui a été fait dans une commune en Haute-Vienne, donc au sud de Limoges. 500 habitants. Ils ont financé 65 000 euros sur leur territoire pour réhabiliter un ancien bâtiment de poste et en faire un centre de santé qui rayonne sur une trentaine de milliers de personnes autour et qui permet d'avoir un ensemble de professionnels qui travaillent ensemble, d'infirmières, d'orthoptisme ou d'ostéopathie ou de médecine. Alors maintenant, on fait un focus assez rapide sur le retour d'expérience du projet de tramway. Qu'est-ce que c'est des BHNS? On adore les acronymes dans la fonction publique et aussi chez Vélis d'ailleurs parce que on est parmi les fondateurs d'eux à être issus de la fonction publique puisqu'on était des anciens cadres de supervision financière pour l'État. Et donc des BHNS, c'est des bus à haut niveau de service. Donc on était sur un projet de mobilité durable pour l'ensemble de la métropole. Première chose, si on rentre dans la monographie des citoyens, il y a eu plusieurs centaines de citoyens qui ont investi, donc ça a permis d'avoir des données qui étaient assez intéressantes. L'emprunt citoyen était ouvert, pour rappel, entre 1 euro et un maximum qui a commencé à 5 000, qui a fini à 10 000 euros. Donc, chaque citoyen pouvait, sans condition de revenu, investir entre ces deux paliers-là, ces deux extrêmes. La première chose qui est intéressante, c'est qu'au-delà de l'investissement moyen, le plus petit investissement, qui sur notre chat, ouais, n'était pas n'était pas à 1 euro. En fait, je vais même aller plus loin. On n'a jamais observé un investissement d'un citoyen ou d'une citoyenne à 1 euro. En fait, l'objectif, c'est vraiment d'envoyer un message d'inclusion et d'ouvrir en disant, mais peu importe le montant que vous mettez en termes d'épargne, en fait, vous êtes tout à fait légitime à participer. Et ce qu'on voit, c'est qu'il faut faire attention aux statistiques, parce que si on regarde, si on regarde les statistiques d'investissement, on va avoir non pas une répartition homogène en termes de tickets d'investissement, on va avoir une répartition qui va d'une part se centrer autour d'un investissement aux alentours de 80, 100, 120 euros.
Donc, on va avoir une partie des citoyens qui veulent en être et qui veulent participer. Et là, on est vraiment dans l'acte de voter avec son épargne. Parce que quelque part, placer 50 euros ou 80 euros, on, on est sur une logique d'engagement, mais d'engagement pur. Parce que, on va forcément placer des volumes un tout petit peu plus importants si on veut préparer, si on veut constituer un patrimoine ou investir dans notre produit. Et on a des citoyens qui vont avoir un investissement qui seront plus vers le maximum. Et on a 20% des investisseurs qui vont au maximum, qui le dépassent. Et donc là, on va avoir des gens qui vont avoir une logique de citoyenneté en disant, je veux en plus avoir de l'impact à l'échelle. Et quand on échange avec eux au téléphone ou dans différentes enceintes, parce qu'on construit beaucoup la plateforme avec eux, on va avoir des gens qui vont dire, ah mais moi j'avais, le maximum c'est 10 000 euros. Bah, moi j'avais 10 000 euros sur mon livret A, je ne sais pas où ça va. Donc bah, je préfère mettre 10 000 euros sur ce projet parce que c'est près de chez moi et que ça va toucher mes services publics au quotidien. Donc on a vraiment deux types de répartition. Donc l'investissement moyen, comme on a ces 20% qui vont au maximum et d'autres, la majorité qui sont plutôt sur des petits tickets, ben, on va avoir un investissement moyen ici à 3 800 euros. Autre chose intéressante, vous voyez qu'on a une répartition en termes de tranche d'âge qui montre que ce n'est pas du tout un investissement réservé ni aux jeunes, ni aux personnes âgées, ni à une catégorie spécifique de la population. On va au contraire être relativement bien réparti sur les différentes tranches d'âge. D'une manière dynamique, quand on regarde ces tranches d'âge, au tout début, quand on lance le projet, les personnes qui investissent plus, on est plutôt vers la fin de la distribution, c'est-à-dire que les premiers informés, c'est ceux qui ont un lien beaucoup plus direct au niveau de la communication de la ville, donc ça va plus être des personnes plus âgées, plus quinquagénaires, sexagénaires et au-delà, parce que ils vont avoir un lien au service public, ils vont être plus attentifs aux communications de la mairie, et donc ils vont être les premiers à tenter quelque part l'investissement. Et après, ça se diffuse de plus en plus sur les tranches d'âge plus basses. Et d'où l'intérêt pour les collectivités de conduire des communications et des plans d'engagement qui sont multicanaux. Donc, qui ne vont pas toucher uniquement que les personnes âgées. Donc, l'affichage public, par exemple, ça fonctionne très bien. Dès qu'on commence à avoir de la couverture presse quotidienne régionale, PQR, on va avoir une descente en tranche d'âge. Radio, on va continuer à descendre. Réseaux sociaux, on est tout en bas. Et donc, c'est à la collectivité d'utiliser tous ces vecteurs et c'est à nous de les accompagner au mieux pour cibler la population et pour utiliser l'ensemble des canaux qui sont disponibles. Je vous ai mis quelques chiffres quand même. Donc, vous voyez la répartition des âges, l'âge moyen 49 ans, pareil, ça recoupe une réalité très hétérogène. Et les dates, moi je trouvais ça génial, les dates de naissance des plus âgés et plus jeunes. Pardon, il y a une typo, c'est pas 2022. Ça C'est ne pas fait pas, grave. on ne fait pas voter ni les bébés ni les morts, c'est 2002. Donc, 2002, ça veut dire qu'on était sur une personne euh, qui avait 22 ans. Donc, on voit que les tout jeunes adultes, c'est-à-dire 18 ans, 19 ans, 20 ans, on a du mal à aller les chercher, tout simplement parce qu'ils n'ont pas encore constitué leur épargne, ils n'ont pas encore de stratégie d'investissement. Et et globalement, on voit que c'est aussi un produit qui arrive au moment où ils commencent à avoir soit des premiers revenus quand ils sont sur des parcours courts en termes d'études, soit un tout petit peu plus tard quand ils commencent à vouloir faire des placements. Au niveau de l'inclusion et de l'égalité femmes-hommes, là, sur le projet, on était au-delà clairement au-delà des 30% d'investisseurs qui étaient des investisseuses. Et ça, c'est à mettre en perspective avec une logique qui est encore, si on regarde les études de l'autorité des marchés financiers, on a encore des grandes inégalités au regard de l'investissement entre les femmes et les hommes. Et sur chaque collecte qu'on fait au niveau de Belize, ça dépend aussi beaucoup du type de projet qui est fait, on a une proportion qui est toujours plus élevée d'investisseurs qui sont des femmes. Donc aussi, on arrive à avoir un rééquilibrage qui fait que l'exercice de la citoyenneté par le vote se rapproche beaucoup plus de la répartition de la population que de ce qu'on peut voir dans les plateformes classiques d'investissement pour du financement immobilier, énergie renouvelable, etc. Dernière slide pour vous parler du projet, c'est essayer de personnifier un petit peu quelques investisseurs et de parler de leur répartition géographique. Comme on l'a dit, on fait
on autorise les investisseurs à parler, enfin à investir sur le projet sans restriction géographique. C'est-à-dire on peut être toulousain. On était plusieurs à participer à ces rencontres et encore une fois, chapeau, parce que moi j'y étais en présentiel et que c'était de très belles rencontres à Toulouse, des REPC. On peut être toulousain et investir dans le tramway de Brest. On peut être parisien ou être brestois. Il n'y a pas de limitation. En revanche, ce qu'on a observé, c'est qu'il y avait quand même quasiment les 4/5e qui étaient finistériens et les 4/5e qui étaient des Bretons. Et parmi ceux qui n'étaient pas bretons, on a retrouvé une partie, voilà, 7% qui était en Île-de-France. En grande partie, si on regarde les codes postaux, qui étaient aux alentours de la gare Montparnasse. Il y a peut-être un lien avec la Bretagne quand même. Si on regarde maintenant plus en détail, qui sont les gens qui investissent et comment est-ce qu'on peut en traduire quelque part des personas citoyens? On retrouve différents types de catégories socioprofessionnelles, mais moi, je voulais vous en faire ressortir trois. On a la question des jeunes adultes engagés. Jeunes adultes engagés, c'est entre 25 et 35 ans. Il y a une volonté beaucoup plus forte et avec une féminisation à chercher à avoir de l'impact avec son épargne. Ce qu'on observe dans les différentes études, et quand on regarde aussi l'accès à des nouveaux produits, type des produits qui touchent à tout ce qui est crypto-monnaie, mais aussi à des produits risqués du type produit action, il y a un engagement, il y a une volonté plus forte de la part des investisseurs féminins, donc des investisseuses, d'aller sur des produits plus risqués et avec plus d'impact. Et ça, on peut le retrouver dans un type de persona qui va avoir une logique d'acculturation plus forte à l'épargne, qui va se renseigner sur, euh, sur différentes plateformes pour placer son épargne. Et c'est des gens qui vont être prêts à prendre des risques. Et c'est pour ça qu'on va avoir dans des portefeuilles aussi une propension plus forte à financer de l'économie sociale et solidaire qui a un impact territorialisé très fort et en même temps un risque plus important et qui sont intéressés par financer leur collectivité parce qu'ils vont retrouver cette logique d'engagement dans le service public et en même temps un couple rendement-risque qui est intéressant parce que prêter à la collectivité, le risque c'est que la collectivité ne rembourse pas. Et donc ça veut dire qu'on se positionne dans une dynamique où le risque c'est que la métropole de Brest fasse défaut, disparaisse et ne rembourse pas sa dette. Donc, il y a une volonté de quelque part panacher entre des investissements risqués qu'on peut investir dans de l'ESS ou dans des causes, et en même temps des placements peu risqués, type assurance vie, livret A, LDDS, sur lequel on peut avoir une bascule de financement citoyen. Le deuxième type d'investisseurs, c'est des primo-investisseurs à faible revenu. Il y a des gens qui sont tout simplement exclus parce que personne ne construit des plateformes ou des solutions d'investissement dédiées à eux euh, pour, euh, pour placer leur épargne. De la même manière, sur une logique qui est peu risquée parce que pour pouvoir commencer à prendre du risque en tant qu'investisseur, il faut avoir un minimum d'épargne. Et il y a un nombre très important, pour vous donner un parallèle, de citoyens qui ont accès au livret d'épargne populaire qui ne l'ouvrent pas parce que c'est compliqué, parce que ça demande aussi d'aller voir son banquier et de, euh, de revendiquer un positionnement sur le fait que on est à faible revenu et donc on va vouloir aller ouvrir un livret d'épargne populaire qui, même s'il est beaucoup plus intéressant, eh ben, renvoie peut-être un positionnement que les citoyens ne veulent pas forcément amener au niveau de leur banquier. Euh, et là, comme on leur permet d'investir dès 1 euro, que c'est fléché, que c'est quelque chose d'extrêmement concret parce qu'ils vont le voir au quotidien et qu'ils vont placer dans un produit auprès d'un emprunteur qu'ils connaissent, qui est leur ville, dans laquelle ils ont un ensemble de démarches et un ensemble de relations préexistantes, et ben on va déclencher une volonté de s'engager et ils vont participer. C'est pour ça qu'on a des personnes qui vont placer 10 euros. Il y a même des gens qui envoient on a reçu des mails de personnes qui nous ont investi 5 euros et qu'on dit je suis désolé, ça va faire une tuile du toit, mais bon, moi j'ai participé. Donc c'est typiquement, et ils n'avaient jamais investi, c'était un investisseur qui n'avait jamais investi avant. Troisième typographie d'investisseurs, c'est des citoyens qui sont déjà engagés dans la vie de leur cité. C'est-à-dire, ça va être des citoyens qui vont participer à des conseils de quartier, qui vont avoir différents engagements, qui vont peut-être faire des budgets participatifs, qui vont être très actifs dans l'associatif.
et qui vont trouver un moyen de prolonger l'engagement par leur épargne alors qu'ils ne le trouvaient pas. On a eu un témoignage assez touchant lorsqu'il est passé sur TF1 d'un retraité qui a investi dans le tramway de la métropole, qui disait, bah voilà, moi j'ai investi parce que donc c'est du développement durable, c'est des mobilités décarbonées. Et moi, comme ça, je vais pouvoir expliquer à mes petits-enfants que le tramway, c'est papy qui l'a financé. Voilà, je pense que c'est un exemple qui vaut mille mots. Voilà, j'en ai fini de cette présentation plus globale et de ce focus sur la métropole de Brest. Je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'on revienne sur vous, vos questions et la manière dont on peut construire cet atelier, c'est-à-dire échanger ensemble. Première chose, qu'en avez-vous pensé? Qu'est-ce que ça vous évoque en termes de lien, de rapport à la citoyenneté et de rapport à la manière dont les citoyens voient le service public et comment ils peuvent s'engager dans ces services publics-là? Et ensuite, toute question pour laquelle on sera ravis de répondre, Eric et moi. Vous pouvez poser des questions dans le chat ou prendre la parole. Est-ce qu'on est autorisé à prendre la parole en étant participant côté décidé ensemble? Oui, oui, normalement. Si vous pouvez même, via l'onglet réagir, lever la main. Ça permettra au moins de définir un ordre. Euh, D'accord. si les participants ont des problèmes pour intervenir, n'hésitez pas à me le faire parvenir par le chat. Je vois il y a des webcams qui s'activent. Je vois Monsieur Vasseur, En plus, Monsieur il y a Taton. souvent des questions qui sont partagées. Ah, voilà. Donc, on a une main levée. Ah, voilà. Peut-être Monsieur Vasseur. Ouais. J'active le micro là. Bonjour. Donc, effectivement, très intéressant. Moi, je connaissais pas du tout ce dispositif. Je le découvre et je trouve que c'est très intéressant un petit peu dans son éthique, hein, avoir un financement pour participer à la vie de notre cité. Moi, j'avais une question. C'est souvent, on parle quand on investit quelque chose, on est en même temps décideur. Est-ce qu'un financement implique une co-décision projet? Je sais pas, par exemple, je mets tant d'argent. Est-ce que je peux avoir une influence sur où va passer le tramway, en exemple? Alors, Eric, tu veux rebondir dessus comme j'ai. Oui, oui, oui. Je veux bien C'est une répondre et bonne question. je te laisserai compléter s'il faut. Mais en fait, pas sur cet instrument-là. Cet instrument-là va vraiment être quelque part une expression d'un vote pour la mise en œuvre du projet. C'est-à-dire, je vais contribuer et investir une partie de mon épargne pour participer au financement de ce projet-là et donc pour sa mise en œuvre. Après, il peut y avoir d'autres mécanismes pour un engagement amont sur les décisions qui seront prises. Je pense notamment sur la concertation, sur de la votation, sur des budgets participatifs, par exemple, l'instrument du budget participatif. Mais là, on est sur une typologie d'engagement où je vote pour la mise en œuvre. Ouais. En réactif, pour compléter, il y a il y a une logique de voter pour, mais en fait, il y a aussi une logique de redevabilité parce qu'ils ne vont pas influencer le projet au sens où ça, c'est d'autres outils de participation qui se font plus en amont. Par contre, ils vont créer un engagement de la collectivité de transparence et de redevabilité, parce que dans les contrats qu'on fait avec les collectivités, ce qui se passe, c'est que s'ils décident de ne pas faire le projet ou de ne pas le faire dans les termes dans lesquels ils l'ont présenté aux citoyens et dans lesquels ils se sont engagés auprès d'eux, nous, on a des clauses de mise en demeure du porteur de projet, qui fait on va d'abord le mettre en demeure et qu'après, on peut provoquer une déchéance du terme, c'est-à-dire de dire, vous avez dit que vous alliez emprunter pour une école et finalement, vous avez construit, je ne sais pas, vous avez fait de la voirie ou peu importe autre chose, eh ben, on va activer un remboursement de tout le capital et de tous les intérêts d'un coup à tous les investisseurs. Et donc, quelque part, au niveau de le but, c'est pas de le faire, évidemment, mais au niveau de la mairie, de C'est la là. collectivité en général, eh ben, ça marque un engagement beaucoup plus fort, qui d'ailleurs dépasse des mandats aussi, et qui montre qu'on inscrit une politique publique d'investissement cohérente et dans le temps. Donc, il y a quand même une redevabilité après l'investissement. Ça, c'est intéressant. Et Monsieur Taton, je crois. Et vous oui, avez des questions après, on On prend reviendra sur Monsieur Taton à l'oral et après on prend les questions sur le comme chat. ça. Ok, ça marche.
Merci pour cette présentation, c'est effectivement très intéressant. Une question, peut-être que ça m'a échappé dans votre présentation, mais par exemple sur le projet de Brest, cet investissement de 944 000 euros représentait combien de personnes au total et qu'est-ce que ça représente par rapport à la population de Brest? Il y en Ah, avait très exactement 245, je crois, Eric. 242, Ah, exactement. 242. De mémoire, hein, de mémoire. Je vais quand même vérifier exactement le chiffre. En gros, 250 personnes sur un budget qui, lui, représentait moins de 0,5% du budget global. Donc l'enjeu n'était pas financier, hein, vous l'aurez compris. Finalement, la métropole n'avait absolument pas besoin de cet argent-là. Elle a décidé de faire contribuer et d'impliquer ses citoyens, mais elle n'avait pas besoin de cet argent-là. Et c'est 250 personnes qui ont participé. Et votre deuxième point, c'était, Monsieur Taton? Je ne sais pas, est-ce qu'il y a un rapport entre le nombre de participants et le poids de la collectivité, la taille de la collectivité? Est-ce qu'on retrouve le même ratio un petit peu de participants en fonction des différents Euh, projets que vous avez pu être amené à conduire? alors, non, là-dessus, il n'y a pas. Ouais. Alors, en fait, là-dessus, plus on est sur une petite collectivité et plus on est sur un territoire où justement, bah, typiquement, euh, le centre de santé en territoire rural, c'était 15% des foyers. Donc là, c'est en termes de taux d'engagement, c'est gigantesque C'est en termes impressionnant. d'investissement. Plus on est sur un grand ensemble, proportionnellement, ça va baisser. Donc là, 250 parmi Brest et 120 000 habitants. Comparaison, voilà. Rien que la ville. Que la ville. C'est gagné sur Voilà. Mais après, en termes de couverture du projet et de l'engagement, on a aussi beaucoup de gens qui s'inscrivent, par exemple, à la newsletter pour suivre le projet, mais qui n'auront pas été forcément des financeurs. Donc, on va avoir quelque part des cercles concentrés qui sont de plus en plus larges et qui se regroupent tous dans le cercle des investisseurs, plus on est dans des petites collectivités, notamment rurales. Ça répond à votre point, Monsieur Taton? Oui, en fait, la question que je me posais, c'est puisque la question c'était est-ce qu'on peut voter en étant investisseur? C'est à partir de quel moment est-ce qu'on peut considérer que si une collecte est un échec, ça veut dire que le projet est rejeté par les citoyens? Et à partir de quel stade on peut considérer qu'effectivement c'est un succès et que c'est un plébiscite citoyen ou qu'au contraire, en fait, les citoyens ne veulent pas de ce projet-là et parce ils refusent de le financer. C'est un peu la. Voilà. Ouais, là, je comprends. Moi, j'apporte un élément de réponse. Je te laisserai compléter, Arthur, hein. Ouais. Mais c'était un des points qu'on avait notamment évoqué avec Monsieur Guével, donc le VP Finance, le vice-président finance de la métro de Brest, et d'autres acteurs, d'autres élus. C'est finalement, on entend souvent ceux qui sont contre et très peu ceux qui sont pour. Et cet outil-là permet justement d'avoir enfin un indicateur, en tout cas une partie de ceux qui sont pour. Et donc, quelque part, tout est construit pour. On ne peut pas ne pas en faire un succès, puisque nous, on construit aussi l'outil de telle manière à ce que on atteigne rapidement un premier palier et les premiers objectifs. Là, pour reprendre l'exemple de Brest, le 500 000 euros d'objectif, il était quelque part un peu sous-évalué par rapport au potentiel qu'on avait décelé de la capacité d'épargne de la population locale, de la population du territoire. Donc, il a été un peu sous-évalué pour quelque part en garantir un dépassement ou son atteinte et en faire une dynamique de succès. Ouais, en rebond, Eric, en fait, nous, quand on fait un projet, on va croiser des données publiques de la DGFiP et des données privées pour connaître le potentiel de financement local, c'est-à-dire, en fait, jusqu'à combien de citoyens et quel volume on peut raisonnablement attendre. Donc, en fait, on ne va pas calibrer le volume sur un besoin financier, parce que c'est jamais le cas et qu'on a un modèle qui ressemble à des modèles bancaires. Donc, on ne va pas prêter s'il n'y a pas de possibilité de prêter. Donc, ça veut aussi dire que si nous, on accepte un emprunt citoyen, les banques peuvent financer également. Donc, en fait, on va se dire à combien il faut ouvrir et comment il faut structurer l'emprunt pour qu'on ait tous ceux qui veulent s'investir. Et la deuxième chose, c'est quelque part un outil qui a aussi une fonction d'outillage de la démocratie représentative. C'est-à-dire que c'est quand même une décision qui est prise par les élus et qui est votée en conseil municipal. Donc, nous, on n'intervient que quand c'est un projet qui est voté en conseil municipal dans le cadre d'un plan pluriannuel d'investissement.
Et en plus, nous, notre intervention pour collecter les fonds au nom de la collectivité, on a aussi un vote en conseil municipal pour ouvrir aux citoyens qui le souhaitent. Donc, quelque part, on a cette légitimité sur le volet démocratie représentative. Et après, c'est un vote pour, oui, en effet. Et les votes contre, pour moi, c'est des phases amont qui se font sur la participation, co-construction, etc. Ouais. Romain, combien de projets financez-vous par an? Typologie particulière, quels freins des élus par avoir un financement traditionnel? Alors, je le reprends de la fin jusqu'au début. Quels freins pour les élus par rapport à un financement traditionnel? En fait, il y a totale compatibilité entre le financement bancaire et l'emprunt citoyen. Nous, on est partenaire, on est inclus dans le programme, partenaire du programme Smart City de la Banque des Territoires. On est partenaire avec différentes banques. Sans les citer, c'est des banques mutualistes qui sont dans les territoires et qui cofinancent des projets avec nous. Et les banques ne sont pas du tout contre ce système. Au contraire, on n'a pas vocation à remplacer les banques. Par contre, on a vocation à quelque part intéresser les gens à la manière dont se fait financer le secteur public. Le secteur des collectivités territoriales, c'est 230 milliards de dettes, de volume d'encours de dette, et c'est entre 20 et 30 milliards d'emprunts par an. C'est un tiers des investissements pour la transition écologique. Donc, c'est des acteurs hyper importants qui sont en général complètement absents du débat et qui ne sont pas du tout visualisés par les citoyens comme étant une clé enfin, une partie de la solution pour un ensemble de thématiques. Donc, les banques, elles sont hyper favorables et les banques, elles peuvent tout à fait venir compléter des financements. Euh, Eric, je pense que tu es plus à même que moi de parler de la structuration exacte pour le tramway de Brest. Mais les banques, elles ont dû arriver sur plus de 100 millions ou Ouais, il y avait 150 millions de il y avait l'emprunt. 145 millions d'euros d'emprunts bancaires. En fait, le projet global, c'était 240, 245. Il y avait 20% de Ils ont subventions. que de Le l'emprunt. reste était sur de la dette bancaire. Ouais. Et l'emprunt citoyen a été on est arrivé à 944 à près d'un million. Mais ça reste, c'est pas l'enjeu. Voilà, c'est pas l'enjeu. Donc, c'est effectivement complètement compatible. Ouais. Et, euh, et donc, sur la typologie des projets, en fait, tous les projets sont éligibles, sauf les projets de maintien de l'ordre. Ça, c'est la loi. On ne fait pas de régalien, au sens où on ne va pas Pas de euh, police. équiper des forces de police, par exemple. Parce que ça, c'est du régalien, c'est l'État. Mais par contre, tous les projets du PPI, du plan pluriannuel d'investissement, sont éligibles. Et en fait, non seulement ils sont tous éligibles, mais en fait, il y en a énormément qui sont désirables. C'est-à-dire qu'on est uniquement sur une volonté d'axer ça sur de la transition, de l'éducation, de la culture, désenclaver un QPV, avoir une politique de transport. Enfin, c'est vraiment à la main des élus. Et donc, c'est aussi aux différentes plateformes d'outiller les porteurs de projets. Enfin, en l'occurrence, nous, on peut même travailler sur, on peut même en amont proposer des projets en disant ceux-là, ils sont très pertinents par rapport à telle ou telle thématique, en échangeant avec les agents, les élus, sur quelles sont les priorités de mandat. Et donc, on peut aussi faire sortir les services de démocratie participative des fois d'un champ qui est vu par d'autres élus ou par d'autres services comme étant un peu une chasse gardée, un peu un champ restreint. Eh bien, on peut aller travailler en coopération avec d'autres services et d'autres élus thématiques pour ouvrir complètement le champ de la participation. Et ça permet aussi d'acculturer au sein même des collectivités à la participation dans d'autres thématiques. Et combien on finance de projets par an? Alors, Vilis, c'est relativement jeune, hein. Le développement de ce type de projet, c'est jeune. Vilis, ça a été la première plateforme en France qui a eu l'agrément européen de prestataire de services de financement participatif tout court. Et il se trouve que c'était une plateforme qui construisait un service pour les collectivités. Donc, on a commencé à opérer en 2022, début 2022. On a fait un projet en 2022, quatre projets en 2023. Là, on attend plutôt près d'une demi-douzaine, une dizaine. Et on constate un doublement des volumes chaque année. On vise un double ou un triplement dans nos objectifs. Donc là, typiquement, cette année, voilà, si on arrive à quelques millions d'euros, plutôt aux alentours de 3-4, nos objectifs, ce sera très bien. Et de continuer après en doublant, triplant les années suivantes. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment sur une courbe assez convexe
et où il y a une demande au sens où des collectivités qui engagent des projets avec nous, qui engagent des projets d'emprunt citoyen, euh, souhaitent le pérenniser. Parce que c'est une demande des citoyens et il y en a qui viennent nous voir, notamment à Brest, après le projet, en demandant 4 mois après s'ils peuvent quand même investir. Et donc, Brest a annoncé qu'ils allaient en refaire. Et c'est ce qu'on voit aussi sur des petites communes, bah, comme la commune de Blanche qu'on a vue, ils veulent le réutiliser. Et donc, il y a cette logique de pérennisation, ça devient un outil qui devient quelque part un réflexe quand il y a des projets un peu structurants ou intéressants. Bon, pour donner quelques exemples et quelques reliefs en complément de ce que vient de vous dire Arthur, sur les projets dont on peut parler parce qu'ils ont été votés, ils sont quelque part publics maintenant, et leur enclenchement va se faire là courant septembre, on est en train de les préparer. On a un projet pour une commune rurale d'un tiers-lieu social et culturel. On a un projet pour la ville de Besançon pour la rénovation d'un bâti pour accueillir la Maison des femmes de la ville, donc un lieu pluridisciplinaire pour l'accueil des femmes, égalité et inclusion, et notamment celles qui sont victimes de violences. Donc en fait, c'est effectivement assez large. Et je compléterai aussi, sauf si vous avez des questions sur nos projets en cours, mais sur les freins pour les élus. Un des freins qu'on pouvait avoir, mais qui saute très vite finalement, c'était l'objet en tant que tel. En fait, il n'y a pas d'impact en termes d'ingénierie et technique et administratif pour les services, parce que c'est considéré comme une dette bancaire. C'est juste une ligne supplémentaire dette bancaire. C'est bien évidemment pas à la collectivité d'assurer la relation avec l'ensemble des investisseurs. Typiquement, c'est pas Brest Métropole qui prend la relation avec les 250 personnes. C'est pas Brest Métropole, en tout cas ses services, qui effectuent les remboursements. Donc, il y a vraiment qu'une relation bilatérale avec nous, qui est considérée comme une banque, et on a mandat de nos investisseurs, et après, c'est nous qui redistribuons, bien évidemment. Donc, il n'y a pas d'impact. Ça pouvait être un frein, mais il n'y a pas de. En fait, c'en est pas. Il n'y a vraiment pas d'impact pour les collectivités en termes d'ingénierie. Ouais. Et avant de répondre à Marie et à Romain sur les deux autres questions, une autre chose qui est une sorte de, d'arlésienne qui revient régulièrement et qu'en fait qui se vérifie pas du tout, c'est autant c'est compliqué pour des élus de dire on va devoir faire une collecte en don auprès des habitants. Parce que comme ils payent déjà l'impôt, ils vont dire je paye des impôts au niveau de l'État et je ne sais pas à quoi ça sert et vous me demandez de l'argent en plus. Là, comme on n'est pas du tout sur cette logique-là, et que quand on la cadre en termes de communication, on est vraiment sur l'explication de on va financer un projet, on va avoir de la dette pour investir dans du service d'intérêt général, et ben on vous propose de l'ouvrir à vous, donc de permettre à chacun de s'impliquer, de l'ouvrir. Ça ne pose pas de sujet au niveau des citoyens. C'est-à-dire que les gens trouvent ça plutôt bien, qu'on leur donne la possibilité d'avoir un outil de plus de s'engager, et ils voient très bien tout de suite que, en fait, comme c'est quelque chose qui pourrait être financé par une banque, et que c'est quelque chose que nous, on explique aussi en termes de cadrage sur la plateforme et la communication, qu'en fait, c'est pas que la collectivité a pas d'argent ou a besoin elle fait de l'aumône, c'est vraiment que, ils veulent être dans toute leur phase de construction du projet, essayer d'impliquer les gens. Et donc, au début, les élus disent, est-ce que on va pas avoir des retours négatifs? Ben, en fait, ça arrive jamais, quoi. Enfin, en tout cas, nous, on n'en a pas observé de direct et les élus nous ont pas fait de retour Mm. euh, en ce sens. Donc voilà. Euh, Mm. les questions de Marie et de Romain, je pense, sont un peu liées parce que, il y a la question du coût. Qu'est-ce que ça coûte de faire un emprunt citoyen? Bon, sur la partie, donc, c'est un emprunt, donc on emprunte et on rembourse avec des intérêts, comme un prêt. Ok. Et il y a la partie, la plateforme, il faut qu'elle soit rémunérée pour se développer. Euh, L'objectif, c'est pas de rentrer dans l'offre Vise. Enfin, nous, on a une logique de facturation qui fait que on- c'est la plupart des plateformes, c'est comme ça, hein, on facture selon les volumes un pourcentage qui permet de supporter les coûts liés au paiement, au cantonnement des fonds, etc. Et chez nous, on a un système un peu particulier pour que les petites collectivités, on leur fasse quelque part payer un peu moins cher, on leur fait un pack, parce que le but, c'est que toutes les petites collectivités puissent s'en saisir, comme les grandes métropoles, pour pouvoir faire des projets. Mais globalement, c'est souvent des commissions qui dépendent du volume de financement. Et c'est là où il y a un intérêt
à la question de Romain et des entreprises, c'est que nous, si on fait un financement complet, là, on a parlé de l'investissement des citoyens. On a aussi la possibilité, en tout cas nous on le fait parce qu'on considère qu'il faut avoir toutes les forces vives du territoire. On permet aussi aux entreprises de s'investir. Les entreprises, c'est des acteurs qui ont de plus en plus de volonté. Et vous le voyez là, aujourd'hui, là, dans le cadre de la campagne sur les législatives, de plus en plus l'entreprise se politise publiquement et surtout comprend qu'elle a une responsabilité. C'était tout ce qui touchait aux engagements RSE. Et aujourd'hui, ce qui se développe, c'est la responsabilité territoriale des entreprises. Et je te laisserai, Eric, compléter là-dessus. Mais globalement, les entreprises veulent être acteurs. Et on a aussi permis aux entreprises de rajouter de s'impliquer parce qu'elles nous ont fait des demandes directement en disant comment je fais. Moi, ce n'est pas forcément un investissement parce que ce n'est pas pertinent pour moi. On ne va pas placer de la trésorerie d'entreprise parce que la trésorerie, on en a besoin, c'est mobilisable. En revanche, il y a un intérêt à coupler un financement citoyen, un emprunt citoyen avec du mécénat d'entreprise. Pourquoi? Parce que sur des projets publics, le mécénat d'entreprise, il est défiscalisé à 60% jusqu'à 0,5% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc, globalement, si on fait un emprunt citoyen qui a un coût un commissionné et du mécénat d'entreprise qui est aussi commissionné, bon, dès que vous allez avoir deux dons d'entreprise, ça y est, le coût de la commission, il est déjà amorti par du mécénat d'entreprise. Donc, à la fin, ça permet de faire un outil qui non seulement engage la population du territoire, mais qui en plus peut être bénéficiaire financièrement pour la collectivité parce que ça va amener des subventions privées qui seront le mécénat des entreprises du territoire ou d'entreprises sur un plan plus national qui vont vouloir financer la thématique, la maison des femmes, les mobilités durables, la transition. Donc globalement, moi je suis tout à fait convaincu et je pense qu'on le montre, qu'on peut construire un modèle où non seulement on engage les habitants, on les relie à leur territoire, on redonne du pouvoir et on recrée du lien, mais en plus on crée du lien aussi avec des acteurs qui sont des personnes morales, des entreprises, et on leur donne un débouché d'engagement et d'engagement également au niveau de leurs collaborateurs. Et donc on arrive à refaire une catalyse sur tous les acteurs du territoire. Et ils marchent tous ensemble. Et ils ont tous un outil qui est adapté à leur engagement à eux. Voilà. Donc ça, c'est sur la question du coût pour les collectivités. Il y a un coût. Les taux sont assez proches des taux bancaires, hein. Ils sont peut-être un peu plus avantageux maintenant. Mais globalement, c'est proche. Il ne faut pas le faire pour ça. Ce n'est pas un produit financier. Le but, C'est c'est de exactement. faire l'engagement. Et le coût de l'intermédiaire type Viliz, est très vite amorti et il est très vite dépassé par le mécénat d'entreprise si c'est choisi. Donc, juste pour préciser et compléter ce que vient de dire Arthur, le, le taux sur l'emprunt citoyen qui est mis en place, il est décidé par la collectivité. Donc, elle a la main sur ce taux. Et donc, quelque part, ça permet de choisir finalement le taux le plus juste que la collectivité considère pour engager sa population à contribuer à la mise en œuvre au travers de son épargne, un projet de... Nous, on a quand même une conviction, c'est de le rapprocher des taux réglementés qui est un peu le référentiel dans la tête des Français, et donc de le rapprocher d'un livret A qui est actuellement à 3%. Sauf que, comme l'a évoqué Arthur tout à l'heure, sur l'emprunt citoyen, en tout cas les intérêts qui sont générés par ce prêt de capital et ces levées de fonds citoyennes, elles sont imposables pour ceux qui sont imposés. Et du coup, à un taux à 3% net, ça fait donc un emprunt citoyen à 4% brut. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on l'a construit avec la métropole de Brest. Donc, c'est un levier supplémentaire. Après, on pourrait très bien décider de faire un taux un peu moindre, surtout que, bon, vous le savez tous, hein, actuellement, le livret A, il est plutôt sous perfusion et maintenu à 3% de manière, j'allais dire, artificielle. Il va certainement baisser dans les prochains mois. On verra ce que nous dit l'avenir, mais en tout cas, ce sera quand même la tendance dès 2025, certainement. Euh, Ce qui permettra finalement d'avoir un taux d'emprunt citoyen, si on le corrèle au livret A, bah, peut-être un peu moindre, sachant que eux, d'un autre côté, les taux bancaires ont, en tout cas c'est la tendance actuelle, tendance un petit peu à augmenter au regard des notations de la dette française et de ce qui se passe dans la séquence politique actuelle. Donc,
Mais encore une fois, il ne faut pas aller chercher l'intérêt financier. C'est vraiment un outil de je vais chercher de l'engagement sur mon territoire. Et effectivement, il y a un taux. J'essaie de voir, pour ne pas mettre en danger les finances de ma collectivité, si effectivement je suis pas trop loin quand même de mes taux bancaires. Et nous, on n'est jamais très très loin finalement. Mais il faut vraiment le voir comme un outil d'engagement et le coût supplémentaire potentiel qu'il peut y avoir au-delà du don que je peux mettre en place à côté qui peut le financer, c'est aussi la valeur que je crée d'engagement de citoyen et la dynamique qui est créée. Parce qu'on sait tous très bien que à partir du moment où le citoyen vote pour la mise en œuvre, il y a une dynamique d'engagement qui se crée parce qu'il y a un intérêt nouveau, les gens vont en parler entre eux. À Brest, c'est pas dur, on a encore des gens qui nous appellent pour savoir s'ils peuvent investir sur le projet du tramway. Alors qu'elle est clôturée depuis janvier, en fait, hein. Donc, en fait, il y a une dynamique qui se crée sur le territoire qui donne envie, qui donne envie. Et pour compléter sur la dynamique et l'engagement, euh, si vous faites du mécénat défiscalisé, vous n'avez pas le droit de donner une contrepartie à une collectivité. Ça, c'est cadré par la loi. C'est normal parce que sinon, c'est comme c'est une relation qui aurait un conflit d'intérêt et une logique d'achat déguisé. En revanche, il n'y a rien qui vous empêche de proposer des invitations derrière, et nous, on outille aussi les collectivités pour ça, d'inviter les citoyens à des inaugurations, à des visites de prototypes. Typiquement, Brest, ils ont un super programme d'engagement parce que c'est pas quand le projet est financé qu'on arrête la relation. On a construit une communauté et on va continuer à la faire grandir. Les gens peuvent continuer à s'inscrire, suivre le projet, etc. Et donc, à partir de ce moment-là, bah, ils peuvent être invités à des inaugurations, à des visites de RAM, et ils ont une place. En fait, j'aurais tendance à dire, bah, en fait, pour 1 euro, ils deviennent citoyens, ils font partie d'un groupe, d'une communauté qui a une résonance particulière et les collectivités sont invitées à proposer un ensemble d'outils de suivi. Et c'est pour ça aussi que, on calibre souvent les remboursements. Enfin, on recommande aux collectivités de calibrer les remboursements, pas mois par mois ou pas année par année, plutôt tous les 3 mois, voire tous les 6 mois. Parce que le moment où ils reçoivent de l'argent, c'est aussi un moment où ils vont vouloir prendre des informations du projet. Mais en fait, où il en est, l'avancement du tram, etc. Et tous les 3 mois, par exemple, c'est une bonne période pour donner des informations en toute transparence sur les avancements du projet et inviter les gens, etc. Et donc, quelque part, on voit qu'on a construit le produit financier pour qu'il réponde à que des besoins en fait, d'engagement de citoyens. Et donc, on a complètement aligné le produit financier pour que ça réponde à un outil d'engagement. Si vous avez d'autres commentaires, questions. Euh, Ouais, bah, merci. Ouais, non, en tout cas, et surtout, enfin, les élus qui le font sont super contents, quoi. C'est-à-dire que, et accessoirement, il y a aussi une chose bon, qu'on ne met pas dans une plaquette de présentation, mais au niveau des élus, souvent, et notamment quand c'est des élus de collectivités qui sont un peu moins importantes en termes de taille, bah, c'est aussi une super valorisation tout court de la collectivité du cadre de vie, de ce qu'elle offre. En gros, les élus, quand il y a des collectivités de 1000 habitants dans Lyon ou en territoire qui voient débarquer une télé nationale pour parler d'un projet, et ben, ça permet aussi de montrer la vie des citoyens qui sont dans ce territoire, de montrer quelque part quels sont les grands axes d'engagement de politique publique d'une collectivité. Et donc, en fait, enfin, moi, je trouve que c'est aussi assez valorisant pour les élus, parce que ça leur permet de montrer l'ensemble de leur politique publique, quoi, dans des endroits où bah, finalement, euh, il y aurait un rayonnement qui serait plus difficile à avoir à un niveau plus régional ou national. Et ça, c'est aussi intéressant quand même. Typiquement, pour un cas d'usage, quand on fait un centre de santé en territoire rural, le fait d'avoir un engagement qui se fait au niveau national sur un projet de maison médicale, ça permet aussi de visibiliser le projet pour des professionnels de santé.
démontrer qu'ils sont attendus, désirés par la population, démontrer qu'ils ne seront pas tout seuls, de permettre de voir quel sera le cadre de leur future vie, etc. Donc, en fait, il y a plein d'effets collatéraux positifs qui se font sur des projets donnés. Alors, n'hésitez pas à lever la main pour intervenir encore pour ce, pour cet atelier. Il nous reste encore une vingtaine de minutes, donc vous avez le temps de commenter, de compléter, d'intervenir. Ouais, ou si vous avez des projets, par exemple, on peut prendre des cas d'usage. Si vous avez des projets dans votre collectivité qui sont des projets de mandat ou, par exemple, que vous voulez évoquer en termes de thématique, on peut vous faire des retours d'une manière générale sur la thématique, est-ce qu'elle prend, elle prend pas, enfin, en gros, comment ça pourrait potentiellement être quelque chose d'intéressant, si vous voulez, hein, évidemment. Bon, bah, sinon 1 heure, c'est complet, hein. Oui, et ben, alors qu'on a eu un désistement d'intervenants, c'est quand même assez complet. Je vais peut-être poser la question, est-ce que ça a été clair pour tout le monde? Est-ce que vous avez bien compris l'ampleur de la démarche, les tenants, les aboutissants? J'ai l'impression quand même que vous avez été assez clair. J'ai eu beaucoup de, de remerciements et de commentaires quand même très positifs sur votre présentation. Très intéressant, merci. Oui, tout à fait. Très Bon, intéressant, bah, écoutez, en parfait. tout cas, super. Et si vous avez des questions, même plus générales, hein, sur l'emprunt citoyen ou sur les autres formes d'emprunt, comment on peut outiller les associations avec du don ou d'autres formes de financement pour les énergies renouvelables, tout ça, n'hésitez pas. Peut-être, Edgar, on pourrait envoyer aux participants nos coordonnées. Nous, on Bien répondra sûr. sur l'ensemble des questions que vous avez d'une manière plus générale. Ça peut aussi être comment est-ce qu'on accompagne des PME, TPE locales pour financer leur développement quand il y a des filières qui se créent sur l'agriculture. Nous, on pourra vous réorienter, vous donner un panel de solutions. N'hésitez pas, le but, c'est vraiment de diffuser l'outil et plus généralement le financement participatif, parce que nous, on pense que c'est un bel outil. Donc, on va vous mettre, on peut vous mettre dans le chat, je vais vous mettre une adresse. N'hésitez pas à nous envoyer des questions et nous, on pourra vous réorienter, vous rerouter. Euh, Dernière chose, sur la partie, ouais, euh, n'hésitez pas à vous rapprocher pour toutes ces structurations, euh, que ce soit pour la collectivité ou pour des SEM, des syndicats, des SPL. N'hésitez pas à vous rapprocher il y a quand même un formidable travail qui est fait par les agences type ANCT ou les préfectures qui peuvent orienter sur des dispositifs de. Maintenant, ils sont de plus en plus outillés sur les dispositifs de participation d'emprunt citoyen. C'est vraiment des interlocuteurs qui peuvent accompagner les AMF, les AMRF, les associations d'élus aussi, ou les associations de cadres territoriaux aussi, type AFIGES. Je pense que maintenant, de plus en plus, il ne faut pas hésiter à aller demander des conseils aux, euh, aux différentes structures parce qu'elles sont de plus en plus outillées. Je vous mets une adresse mail, n'hésitez pas à envoyer un mail pour poser vos questions. Et également, si vous voulez des mises en relation avec les élus de Brest ou avec des élus de projets que vous voyez sur le site, il n'y a aucun souci. On pourra faire le passe-plat pour vous mettre en relation et qu'ils vous fassent eux aussi des retours d'expérience parce en fait, il y a rien qui remplace le retour d'expérience directe des élus. Donc, si vous avez un projet donné qui vous intéresse sur Vilise, on vous transfère aux élus. Les élus, à chaque fois, sont d'accord pour faire des retours d'expérience, donc n'hésitez pas. Alors, s'il y a plus d'autres interventions, ça me fait une parfaite transition pour fermer cet atelier. C'est vrai qu'à Décider Ensemble, on cherche aussi le partage d'expérience, le retour direct des participants, des élus, des parties prenantes des démarches de participation, quelles qu'elles soient. Donc ça a été super intéressant. Merci beaucoup à nos deux intervenants pour ces échanges et ces présentations qui étaient riches.
Pour ce qui est des replays, donc ils seront disponibles très rapidement sur notre chaîne YouTube, mais on n'hésitera pas à donc récupérer, enfin à vous envoyer donc un mail récapitulatif avec notamment le compte rendu, le replay sur YouTube et les contacts des intervenants. On vous attend encore nombreux pour la prochaine et dernière session des rencontres numériques cet après-midi à partir de 14 heures, où vous allez pouvoir découvrir aussi de nouveaux formats et de nouveaux sujets. Il reste encore des places, donc n'hésitez pas à vous inscrire. On a levé notamment les jauges, donc voilà, plus de soucis à se faire là-dessus. Et je vous rappelle également que les événements Décider Ensemble se poursuivent tout au long de l'année, avec notamment de nouveaux webinaires, des nouvelles publications qui arrivent très bientôt, et nos récompenses annuelles, donc les prix de la participation, ex-trophée de la participation, dont les candidatures sont ouvertes jusqu'au 31 juillet. Alors n'hésitez pas à postuler pour faire connaître et faire récompenser surtout vos démarches de participation citoyenne. C'est le moment pour moi aussi de vous annoncer que nos rencontres 2025 se dérouleront à Strasbourg, donc dans l'est de la France cette fois-ci, du 17 au 19 mars. Donc on a hâte de vous voir là-bas également ou encore en numérique en mars prochain. Bonne journée à tous et au plaisir de vous retrouver donc dans d'autres ateliers ou dans d'autres événements de Décider Ensemble. Bon. Encore merci et au revoir à tous.